10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. La première ligue vient peut-être de tourner et les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver un samedi soir pour une nouvelle vidéo. Ça faisait 48 heures sans contenu sur la chaîne, inacceptable. Donc, cet après-midi, je me suis planté dès 13h30, mais à 13h, j'étais prêt devant Leeds Tottenham à Elland Road. Après, en double écran, j'avais Arsenal West Ham, écran principal. Un petit œil sur ce qui se passait à Old Trafford. Est-ce qu'on allait vivre les tout derniers moments de Ruben Amorim? Non, United s'en est sorti contre Sunderland. Et à 18h30, le gros match de la semaine en Première Ligue, Chelsea-Liverpool. Au Bridge, Chelsea l'a fait. But au bout du bout d'Estevao. Un moment mythique de Maresca. Il a fait la Mourinho. Il a fait la course long de ligne de touche. On va se la passer. Mais ouais, la Première Ligue vient peut-être de tourner sur cette journée. Est-ce qu'on a notre nouveau favori? Il y a quelques jours déjà, on disait cette victoire contre Newcastle à St. James's Park d'Arsenal, est-ce qu'elle ressemblait déjà à une victoire de champion? Aujourd'hui, les Gunners prennent la tête de Première Ligue. Ils vont la conserver. Personne ne peut passer devant eux demain. Arsenal va aller à la trêve internationale de novembre, leader, un petit point de plus que Liverpool, qui avait démarré, on le sait, avec le 5 sur 5, pas très convaincant dans le jeu, mais 5 victoires dans le slot time, 15 points sur 15 possibles. Bon départ comptable pour les Reds. Ils viennent d'enchaîner 3 défaites d'affilée, en comptant celle de Galatasaray en Champions, qu'on a analysé sur la chaîne. Une défaite contre Crystal Palace, une à Istanbul, une désormais à Londres, et Liverpool rétrograde à la seconde place. Est-ce que les hommes d'Arne Slot doivent s'inquiéter? Oui. Est-ce que Mikel Arteta et ses gars sont les nouveaux favoris pour remporter la Première Ligue? Oui. Et dans cette vidéo, j'ai envie de parler de Chelsea-Liverpool, d'Arsenal-West Ham, et aussi faire un petit tour à Elland Road pour discuter de ce nouveau Tottenham, avec une chose très intéressante que j'ai vue, et petit moment anglais. Faisons-nous un petit peu d'Angleterre. Bournemouth vendredi avait attaqué, lancé très très fort avec n'importe quoi de Semenyo dans le dernier quart d'heure pour renverser Fulham. Incroyable, ils sont incompréhensibles Bournemouth. J'ai pas encore vu, je pense, un match si, contre Liverpool, mais ils avaient perdu. J'ai pas vu beaucoup en tout cas de matchs de Bournemouth pour comprendre ce nouveau Bournemouth. On l'avait fait l'année dernière, le Bournemouth d'Iraola, c'est toujours Iraola, mais le Bournemouth qui a maintenant perdu quasiment toute sa défense. Pourtant, ils sont très très chauds. Ils sont quoi? 4e de Première Ligue. Ils ont perdu un seul match sur 7. Mais Bournemouth, on se gardera pour une autre fois. Aujourd'hui, Arsenal, Liverpool, Tottenham et Chelsea au programme. Alors, Chelsea remporte ce match qui n'était pas le match le plus riche en occasions, que Chelsea a mérité de remporter peut-être. Je crois qu'au niveau XG, ça termine grosso modo kiff-kiff. Non, Liverpool plus, le double de XG. 13 tirs à 12, quasiment le même nombre de tirs. Mais 1,93 XG à 0,88, oui c'est vrai, maintenant je me souviens. À la toute fin, il y avait encore 0,2 XG pour Chelsea. Ils ont marqué sur une frappe extraordinaire de Caicedo. Mais le but, j'imagine, il rapporte beaucoup. Enfin bref, on s'en fout des XG. Est-ce que Chelsea méritait de gagner ce match? Oui et non. Je sais pas, peut-être le mérite, c'est pas le plus important. Liverpool a pas très bien joué. Honnêtement, Liverpool a clairement pas joué comme un champion. Et à la fin, ils se font piéger. Ça, c'est la dernière grosse action du match. Malo Gusto, qui était titulaire à l'intérieur pour Caicedo, qui en une touche donne à Lavia, super bien fait. Chelsea attaque, se projette, la première ligne de Liverpool est battue, et quand ils sont installés dans le camp adverse, Enzo Fernandez donne un bon ballon à Cucurella, qui était du début à la fin de l'action. Centre, second poteau, la ligne de 4 de Liverpool, qui à ce moment-là est constituée de Szoboszlai, latéral droit, Gravenberch, défenseur central droit, Van Dijk et Robertson. Et devant, c'est un double pivot Curtis Jones, Endo. Ils finissent un peu sur les rotules cette rencontre. Le centre pour Estevao. La Mourinho de Maresca. Et des jours difficiles sur cette trêve internationale à venir pour Arne Slot. Parce qu'ils n'ont pas été très bons. Donc 5 changements par rapport au match contre Galatasaray. Avec bien sûr la blessure d'Alisson dont on a parlé, absent 6 semaines je crois. Mamardashvili était titulaire. Connor Bradley, pas de Frimpong. Konaté, Van Dijk, Kerkez. La ligne de 4, Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, le trio de la saison dernière reconduit et donc Wirtz mis sur le banc. Gakpo, Salah et Isak, le trident offensif.
Wirtz, Ekitike aussi par rapport à Galatasaray, Robertson, Frimpong, ouais, quelques changements faits et toujours pas très très bon. Konaté, toujours un peu inquiétant son début de saison, des ballons perdus sur le build-up comme là, une passe mal ajustée direct en touche pour Van Dijk, ils n'arrivent pas trop à s'en sortir. Mo Salah aussi, ça continue d'être difficile, on en parle depuis la pré-saison, mais il passe plus vraiment un dribble. Et assez inquiétant la production de Mo Salah. Il y a eu sur les 7, 8, 9 matchs de Liverpool où il a joué pour l'instant peut-être un bon, un correct, un ou deux corrects. Mais dans l'ensemble, c'est assez pauvre. Et même dans la zone de vérité, le mec qui a fini avec la meilleure saison d'un offensif en Première Ligue l'année dernière, quoi, 29 buts, 18 passes décisives, peut-être si je me souviens bien. Et il n'arrive plus à cadrer un tir. C'est assez difficile pour Mo Salah. En face, c'était un Chelsea un peu remanié aussi. Donc on avait Reece James au milieu, ça on l'a vu plein de fois cette saison. Mais en fait, c'était plutôt Malo Gusto qui était régulièrement dans le double pivot par rapport là, à la ligne de 4. Ce qu'on a vu aussi, je crois, à la Coupe du Monde des clubs, au moins une fois, peut-être une autre fois aussi sur le début de saison. Bref, Acheampong, Badiashile, la charnière centrale, les deux vont sortir blessés. L'hécatombe de défenseurs centraux de Chelsea qui continue. Enzo en 10, Garnacho, Neto, les ailiers et João Pedro en pointe pour démarrer ça. Donc un Chelsea-Liverpool de 7e journée de Première Ligue, qu'on démarre sans Palmer, sans Wirtz, par rapport à nos projections du début de saison, ça fait un peu mal, mais c'est comme ça. Et ce que j'ai trouvé dans la production de ce Chelsea, c'est Reece James, très bon. 5 tacles réussis sur 5 tentés. Enzo Fernandez aussi, très costaud. Caicedo, le défi physique, il a clairement été remporté, notamment à l'intérieur, par Chelsea, qui était nettement au-dessus là-dessus. Et Garnacho, je dirais pas très bon, mais intéressant. Régulièrement touché, ici très bon contrôle dans le dos pour accélérer son centre en retrait, il est repris par personne, il y avait un petit peu de brouillon, mais il était toujours assez remuant, et peut-être que Chelsea, quand Palmer reviendra, peut-être que Chelsea a enfin trouvé son quatuor offensif, peut-être que ce sera, oui, bien Garnacho, Palmer en 10, Neto pour l'instant, et de plus en plus Estevao, et si c'est Caicedo, Enzo, le double pivot, Garnacho, Palmer, Estevao, et que les 5, ça match ensemble et ils deviennent vraiment le quintet titulaire, ça ce serait mon quintet titulaire pour dans 2-3 mois. Je pense que Chelsea va ressembler à ça. Et s'il ressemble à ça, ils peuvent faire assez mal. Et João Pedro, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il n'a pas fait son meilleur match là ce soir. Mais ça pourrait commencer à ressembler sévèrement à quelque chose. Wirtz, quand il fait ce contrôle orienté, il est rentré à la mi-temps. Quand il fait ce contrôle orienté à l'intérieur, il est repris par un énorme tacle. Est-ce que c'est Caicedo? Encore un. Projection derrière. Et encore une fois, Garnacho qui est cherché. Garnacho, Cucurella. Pas mal de combinaisons entre les deux. Et Cucurella, excellent. Donc, joueur que j'aime beaucoup. Ça peut vraiment donner quelque chose, je pense, Garnacho, Cucurella. Il a été menaçant sur le côté de Bradley aussi. Liverpool avait du mal à le contenir. Il a touché le montant sur une frappe extérieure de surface. Face à ce Szoboszlai-là, il le passe et a failli obtenir un penalty. C'était pas limite, mais voilà, incursion dans la surface. Garnacho, pas mal. Comme on a dit, Liverpool, ils finissent avec la blessure de Giovanni Leoni il y a quelques temps. Ligament croisé, avec le fait qu'ils n'ont pas pu faire Gueye. On parlait de ce secteur défensif en ayant vendu Kwanza à Leverkusen. On parlait de cette charnière centrale notamment, que grosso modo, tu commences la saison, en faisant Léoni dernier moment, théoriquement, ils en avaient 4, mais Gomez, Van Dijk, Konaté, seulement 3. Et maintenant, c'est toujours seulement 3. Gravenberch reculé en tant que défenseur central, ok. Qu'est-ce que ça va être au match prochain ? C'est un peu difficile la situation de Liverpool sur le secteur défensif. Ils sont tellement renforcés devant que peut-être ils n'ont pas laissé assez de cartouches pour derrière. Et pour Chelsea, ils finissent avec Atto James. Donc peut-être qu'on verra plus James défenseur central maintenant, avec les sorties sur blessure, comme on a dit, de Badiashile qui faisait plutôt un bon match, et d'Acheampong. Mais Wesley Fofana, c'est juste commotion cérébrale. Donc normalement, il devrait revenir post-trêve international. Levi Colwill va être absent très très longtemps. Malheureusement, ligament croisé. Trevor Chalobah, c'était juste une suspension. Disasi, non éligible, ça j'imagine c'est pour les Coupes d'Europe. Et Tosin, retour, problème de molaire, retour inconnu. Ouais, Yorelato, très bon prospect. J'espère qu'on le verra plus.
peut-être que lui aussi a quelque chose à tirer de cette situation. Mais voilà, ça c'est juste le truc des blessés et la situation un petit peu des effectifs à gauche à droite. Liverpool, je trouve que là, l'enchaînement de résultats, il correspond plus à quoi ressemblait leur début de saison. Ils faisaient pas un début de saison dans le jeu à 5 matchs, 5 victoires. Ils prenaient trop de points par rapport à la production, même contre l'Atleti, le 3-2 en Champions, où il y avait eu des bonnes choses, mais pareil, ils s'en sortent un peu ric-rac. Là, je trouve que, bon, c'est pas une équipe forcément à 3 défaites d'affilée, mais là, le tableau d'ensemble, il est plus représentatif de Liverpool, et ils ont beaucoup de boulot. On le disait depuis le début de saison, en regardant la pré-saison, Liverpool va avoir du pain sur la planche, il y a du travail, bien sûr pour que l'osmose prenne sur tout ce nouveau secteur offensif, mais même juste en général pour la question de l'équilibre. Et ça va être une saison difficile pour un Liverpool qui était champion de Première Ligue l'année dernière. Bon champion, 82 points, Gravenberch en 6, belle invention, mais pas champion à 95 points, pas champion à 99 points, pas un des champions autoritaires, écrasants de l'histoire de la Première Ligue. Même s'ils ont un peu ralenti sur la fin quand le titre était acquis. Peut-être ils auraient pu aller taper les 88 points, un truc comme ça, peut-être. Mais c'était pas un champion, même niveau XG, différentiel d'XG, c'était pas le très très grand champion. Donc on peut pas dire qu'ils ont, à la base, au départ de cette saison, je trouve, une avance énorme sur le reste. Donc ça va être une bataille, et ça va être une sacrée bataille, parce que pour moi, le favori, Arsenal, eux, ils ont des sacrées bases. La meilleure défense depuis 2-3 ans en Angleterre maintenant, une structure collective tellement aboutie, mature, un effectif qui pour le coup est complet, les postes doublés / triplés comme on disait, avec la rotation, avec la flexibilité positionnelle de tout le monde, un peu de partout. Et j'ai vu leur match, et j'ai continué de voir une équipe qui est solide, pas la plus kiffante, pas la plus emballante, mais honnêtement, une des équipes qui reste quand même les plus tranchantes de Première Ligue quand ils veulent. Alors là, ils ont démarré avec Rice, Odegaard, Eze, et donc Saka, Gyökeres, Trossard. Intéressant, ce trio au milieu de terrain. Ça veut dire que Merino et surtout Zubimendi étaient mis sur le banc. Zubimendi reposé, peut-être le meilleur joueur d'Arsenal sur le début de saison, un des top 3 en tout cas. Reposé, après avoir joué en Champions. Rice, Eze, Odegaard, très... équipe qui ont se bâti pour aller infiltrer les demi-espaces. Et effectivement, c'était le 3-2-5 / 3 carré 3, 3 box 3, comme ils disent, avec Calafiori qui venait aux côtés de Rice et Eze et Odegaard qui étaient une ligne plus haut, faire le carré ici à l'intérieur. Là, on le voit un petit peu plus élargi sur la suite de la séquence de possession, mais ça reste toujours Calafiori, Rice, Eze, Odegaard qui sont les deux joueurs avancés. Odegaard assez mobile, donc souvent le carré se déforme, c'est pas hyper statique forcément, c'est du foot, hein, ça bouge un peu. Et Odegaard qui pouvait se déplacer un peu plus sur la largeur pour trouver du jeu, par exemple là on le retrouve à la gauche de Calafiori, donc il a pas mal bougé, le carré clairement ça ressemble plus trop à un carré. Odegaard le plus mobile de tous dans cette structure, et ça marche bien. Arsenal sur son build-up, bon demain je vais aller regarder City, s'il joue pas en même temps que l'OL, à voir. Mais Arsenal, sur son build-up, ça fait quelques années maintenant qu'ils le peaufinent. Eux, ils s'en sortent pas trop mal. On a parlé de Tottenham là tout à l'heure. Eux, ça reste une des meilleures équipes de build-up d'Europe pour trouver les petits décalages au départ de l'action et aller se poser dans le dernier tir adverse. Ils n'ont pas trop de problèmes. Là, on voit le 3-2-5, 3 box 3 qui se déforme encore une fois quand Martin Odegaard sort du carré pour aller chercher une passe excentrée, accélérée avec de l'espace en face de lui. Et quand tu vois Martin Odegaard dans cette position, cette gestuelle un peu sautillant, c'est toujours dangereux. Le petit ballon dans le dos de la ligne, dans la petite profondeur pour Saka, il est toujours très très bien dosé. Et ça, c'est une action qui aurait dû aller au bout. Gyökeres un petit peu accroché, ça finit dans les pieds de Eze qui la met au-dessus de la barre. Une équipe qui a réussi à créer ça. Après, c'est juste West Ham en face. West Ham, c'est pas bon cette saison. Mais quand même, Arsenal, tu les vois faire. Ça, j'ai envie de dire, si t'enlèves le score et l'équipe en haut, ça, c'est une image c'est l'image classique de l'Emirates. Odegaard pour Saka dans le demi-espace droit, dans la petite profondeur. Est-ce qu'il y a une image plus emblématique d'Arsenal Arteta, au moins sur le secteur offensif? Donc ouais, continue de faire ça. Malheureusement pour Arsenal, Odegaard est sorti blessé à la 29e. Il avait déjà ressenti une alerte dès la 21e. Il a voulu rester. Il y a eu un échange un peu chauffé avec Arteta où il lui dit bon, c'est possible ou pas? Et 6 minutes plus tard, non, c'était pas possible.
il pouvait pas rester, la tête entre les mains, malheureusement. Ødegaard, qu'on avait identifié comme notre joueur pivot, joueur point de bascule de la saison d'Arsenal. Si on retrouvait le très très bon Martin Ødegaard, c'était Arsenal pas loin de ses objectifs. Si c'était le Ødegaard de la saison dernière, ça allait être peut-être un peu plus difficile. Ødegaard blessé, dommage. Mais l'entrée de Zubimendi, ouais, aujourd'hui, quand tu vois le début de saison de Liverpool, t'es obligé de dire Arsenal avec Zubimendi, est-ce que c'est pas le meilleur transfert de l'été pour l'instant? Parce que son intégration, magnifique. Et j'ai bien aimé voir, quand il est entré, comment le 3-4-3, 3-box-3 est devenu plutôt 3 Zubimendi, 3-3. Il était là, entre les deux trios, entre tous les trios, mais lui beaucoup plus bas que Calafiori, Rice, Eze, et tout seul, honnêtement, il s'en sort. Même sur des seconds ballons comme là, son activité constante, remporte le second ballon, met le petit ballon par-dessus pour Saka, Saka très bon contrôle, se met dans le sens du jeu, il retrouve Zubimendi qui maintenant s'est infiltré dans l'interligne, et en 2 touches, une touche pour contrôler, tout de suite une deuxième touche pour mettre dans le dos l'image classique Emirates, dans le demi-espace droit. Cette fois, c'est Eze qui s'y infiltre. Et ça, c'est l'occasion du but. Son tir à Eze, il est repoussé par Areola. Ça revient dans les pieds de Declan Rice, qui fait pas une Eze de tout à l'heure, qui la met bien sous la barre. 1-0 pour Arsenal. Ah, ils ont déroulé, ils ont gagné 2-0 dans ce match, tranquille. Mais c'est une équipe qui a juste tellement de repères, tellement de structures. Il n'y a aucune autre en Première Ligue qui est vraiment en train de montrer des signes significatifs. Aujourd'hui, je dirais Manchester City est mon deuxième favori. Si je devais faire mon top 3 de Première Ligue, ça va Arsenal, City, Liverpool. Pour l'instant. Mais Arsenal a tellement de repères déjà. Et les choses sont assez faciles pour eux. En possession, ils trouvent un nombre colossal de passes en profondeur. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui fait une grosse différence quand je suis allé regarder les chiffres de Première Ligue. Cette saison, ça c'était avant le match d'aujourd'hui. Arsenal, 19 passes en profondeur. 19. Comparé à United, 20. United est le leader. Les passes en profondeur, a priori, ils ne sont pas une panacée. Tu peux en faire 20 et pas gagner autant de matchs qu'Arsenal. Mais on va parler de Tottenham tout à l'heure. Et des problèmes qu'ils ont dans leur en possession haute. Quand ils cherchent un vrai déficit de créativité pour eux, Arsenal, ils n'ont pas ce problème-là. Et ça leur génère occasion après occasion, tir après tir. C'est encore un match sans avoir été impressionnant. J'entends le plateau d'après dire ouais, c'était pas un grand Arsenal aujourd'hui, mais voilà, c'était quand même un Arsenal à 21 tirs à 4, un Arsenal à 2,73 XG à 0,49. Et en fait, même un pas très grand Arsenal, c'est un Arsenal très très dominateur. Et ce que Mikel Arteta il cherche à mettre en place depuis longtemps maintenant, ça marche plutôt pas mal. Ouais. Ils ont fini ce match tranquille. Peut-être le petit point d'ombre, c'est encore une fois Victor Gyökeres qui m'a pas vraiment convaincu. C'était pas un match cata, c'était pas un très bon match non plus. Beaucoup d'erreurs techniques, passe direct en touche. Moi, j'en ai parlé un petit peu avec vous et je sais que vous êtes pas mal à me trouver un peu sévère sur le début de saison de Gyökeres. Moi, mon avis, c'est un petit peu comme j'en ai parlé là sur l'onglet communauté de YouTube, où je vous demandais quel sera le verdict sur Gyökeres en fin de saison pour vous. Et moi, je votais pour... Il ne sera pas considéré comme une star. Il ne sera pas considéré comme une star d'Arsenal. Il ne sera pas considéré comme le 9 crack qu'Arsenal cherchait. Il ne sera pas, pour moi, un avant-centre à plus de 20 non-penalty goals. Il ne marquera pas 20 buts en dessous des pénaltys. Pour moi. Ce sera plus une arme utile. Et pour l'instant, ouais, il peut être cette arme utile, mais je vois des choses comme dans tous les matchs que j'ai vus pour l'instant, où je trouve qu'au duel, l'impact physique, il explose pas mal. En vrai, il se fait un petit peu bouger. Pourtant, c'est un gabarit très très costaud. Mais sur la stabilité, les appuis, il y a encore quelque chose à trouver sur l'adaptation Première Ligue. Parce que souvent, il se fait piquer des ballons où tu te dis, oh, c'est cette armoire-là, normalement peut-être, il devrait conserver les ballons. Dans la profondeur, je le trouve pas systématiquement menaçant, même quand il est envoyé, lancé dans le dos. Il y a des choses intéressantes sur le hold-up play pour combiner dos au but. J'imagine qu'il pèse quand même sur les défenses. Je veux pas trop être critique sur Victor Gyökeres, mais c'était un petit point où je me dis, bon, franchement, ce match, Arsenal fait encore une fois beaucoup de très très bonnes choses, mais Gyökeres n'est pas le game changer peut-être qu'Arsenal attendait.
ou alors peut-être qu'ils en étaient conscients et que quand Havertz reviendra, il y aura beaucoup plus une balance et que c'est un joueur de complément, c'est un des 15, 16, 17 et il y aura une alternance avec Havertz sur ce poste de 9 peut-être. Mais bref, honnêtement, autant sur le début de saison, on voyait Liverpool avec Ekitike qui démarre très très bien, c'est super, mais le fond de jeu, bof. Autant là, on voit Arsenal avec Gyökeres, bof, mais le fond de jeu, très bien. Le fond de jeu, très correct. Le fond de jeu, aucun problème. Et je pense que ça, c'est bien mieux. Ça, c'est une bien meilleure position dans laquelle être. Si Victor Gyökeres trouve ce qu'il doit trouver pour être performant en Première Ligue, et qu'il me fait mentir, et qu'il finit avec... Il fait une saison 20 buts ou plus, sans compter les pénaltys en Première Ligue, et dans ce cas-là, Arsenal sera champion, c'est encore plus sûr, mais je pense qu'ils peuvent l'être, même sans une grande saison de Victor Gyökeres. Et leur prochain match, c'est donc un déplacement à Fulham, une réception de Crystal Palace. Ça semble un calendrier facile parce que derrière, c'est aussi Burnley et Sunderland. Mais attention, Fulham, c'est pas facile. Et Crystal Palace, c'est pas facile du tout. Je crois que c'est l'équipe qui est sur la plus grosse série invaincue d'Europe. Pour l'instant, il n'y a personne qui est invaincu comme eux depuis 19 ou 20 matchs, je crois. Donc ça va être un vrai derby de Londres, ça. À la maison, contre Crystal Palace. Attention à ça, mais Arsenal, clairement, attention à eux. Ils sont pas mal du tout. Enfin, retour à, ça me semble être il y a une éternité. C'était en début de journée, 13h. Il faisait encore beau. Je venais d'entrer dans mon bureau. Là, je suis au bout du tunnel. 10 heures plus tard. Mais ouais, les Spurs de Thomas Frank, à quoi ça ressemble ? Déjà, vendredi, j'étais en train de préparer une vidéo que j'ai pas sortie finalement. Elle était un peu trop longue et puis j'ai pas eu le temps de la finir. Mais je préparais une vidéo un peu sur un preview du week-end, les choses intéressantes à suivre ce week-end. Et je suis parti en fait sur un petit tunnel Tottenham. Effectivement, on parlait des passes en profondeur, 19 pour Arsenal. Tottenham, c'est 3 passes en profondeur. Avant ce match, je crois, j'ai essayé de les compter du coup, les passes en profondeur qu'on réussit. Je crois que sur ce match, il y en a eu plus que sur toute la saison au complet pour l'instant pour Tottenham, ce qui nous dit des choses sur un des choix qu'a fait Thomas Frank. On va y revenir. Mais ouais, Tottenham, c'était 3 passes en profondeur réussies sur 6 matchs de Première Ligue. Et par contre, niveau centre, c'était 153 centres. Donc 153 centres contre 3 passes en profondeur. Tottenham était l'équipe avec le moins de passes en profondeur réussies de Première Ligue, mais la deuxième équipe avec le plus de centres. Le canon à centre. Je crois que sur les derniers matchs, il y avait un match à 31 centres, un autre à 32 centres, un autre à 30 centres. C'était assez hardcore. Et j'étais allé regarder les chiffres d'Arsenal, du Paris Saint-Germain et d'une autre équipe, je crois. Et le ratio centre à passe en profondeur sur un match moyen, c'était plutôt un ratio 2 pour 1. Genre 14 centres, 7 passes en profondeur. Un truc comme ça. Il y avait même un match, je crois, il y avait même Arsenal sur les 4 derniers matchs qui était à genre 14 centres, 14 passes en profondeur, un truc comme ça. Là, grosso modo, pour chaque passe en profondeur réussie, 50 centres. Ça fait beaucoup. Ils centrent beaucoup. Et du coup, sur ce match, je pense que leur déficit de créativité, qui était assez visible sur les dernières rencontres, Thomas Frank a essayé de le solutionner en mettant Xavi Simons en 10 pour, je crois, seulement la première fois de la saison en Première Ligue. Peut-être une autre entrée, mais je crois qu'on n'a quasiment pas vu Xavi Simons en 10, que c'était plutôt à gauche. Et donc, Simons en 10, Odobert à gauche, Mathys Tel en pointe à la place de Richarlison, Lucas Bergvall donc sur le banc, un double pivot Bentancur, Palhinha, donc une forme de double pivot, c'est comme si tu mettais Tchouaméni et Casemiro, les deux ensemble. Ça veut dire beaucoup de choses aussi sur... Il y a une bonne partie du manque de créativité de Tottenham, je pense qu'il vient de là. Mais donc Kudus à droite, ça c'était le 4-2-3-1 de Tottenham, Vicario dans les buts, Udogie, Van de Ven, Romero, Porro, la ligne de 4 devant lui. Et donc, le double pivot, Bentancur, Palhinha, Odobert, Simons, Kudus et Tel. Je pense à ceux qui sont en podcast. La répétition, parfois, ça aide. Parfois, j'écoute des podcasts et je perds le fil parce que tout va très très vite. Je pense à ma team podcast, donc je vous répète, le 11. Et ce que j'ai vu dans ce match, c'est effectivement Xavi Simons, très intéressant dans cette position axiale avancée. On parle beaucoup des meneurs de jeu reculés aujourd'hui. Il a véritablement agi comme un 10 et comme un meneur de jeu avancé. Meneur de jeu tactique, leader tactique, en train de constamment dicter comment on joue, à quel tempo, à quelle vitesse. Il était très très impliqué verbalement.
C'est un nouveau club, il arrive très impliqué verbalement dans ce qu'il faut faire. Ici, on demande de ralentir. Souvent, c'était ralentir, grosso modo. Souvent, c'était on ralentit le build-up. C'était trouve-moi là, entre les lignes. Il a beaucoup proposé dans l'interligne. Et quand il est servi ici par Van de Ven, déjà, hop, une passe progressive, peut se retourner dans le sens du but, accélérer. Même quand ça va pas au bout derrière, les thumbs up à Van de Ven. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Et j'ai trouvé une relation qui marchait très bien. C'était Xavi Simons-Udogie, avec les projections d'Udogie dans son dos. Enfin, épaule gauche pour lui, il mettait souvent des petits ballons par-dessus comme ça qui étaient bons et qui ont fait mal à Leeds. Malheureusement pour Tottenham, ça se termine encore beaucoup, je trouve, par des frappes extérieures de surface de Palhinha et Bentancur. Bon, après, Palhinha, il est à 3 buts, toutes compétitions confondues déjà pour Tottenham cette saison. Il a mis une belle frappe, quasiment extérieure de surface l'autre jour, pour prendre le point du match nul contre les Wolves. Donc peut-être il faut qu'il continue de tenter sa chance. Mais ouais, Xavi Simons, franchement, j'ai pas regardé les chiffres, mais je pense que sur passe progressive reçue surtout, petit dribble aussi à l'intérieur, il a dû faire un match assez intéressant parce que je trouvais qu'il donnait mettait un petit peu des rayons de lumière dans ce dernier tiers pour Tottenham. Encore une fois, malheureusement, ça se finit sur une frappe extérieure de Bentancur. Et Bentancur, j'ai eu un peu du mal sur ce match. Je pense que le meilleur Tottenham, même s'il vient de prolonger, c'est peut-être un Tottenham avec soit Palhinha, soit Bentancur. Et comme Palhinha fait un bon début de saison, peut-être Palhinha. Et peut-être c'est Palhinha et Pape Matar Sarr, par exemple, qui était mis sur le banc. Quand on regarde les options que Tottenham a, franchement, Franck, il a beaucoup, beaucoup d'armes. Même Archie Gray, par exemple, était pas titulaire. Bergval, pas titulaire. Brennan Johnson, Jet Spence, plus sur les côtés. Mais Pape Matar Sarr, par exemple. Est-ce que c'est pas Palhinha, Pape Matar Sarr, Xavi Simons, Kudus? Odobert a pas fait un bon match. Odobert, je trouve ça assez compliqué. Peut-être Brennan à sa place à un moment. Mais ouais, ça c'était ce que j'ai vu de ces Spurs. Pas extraordinaire pour être honnête. Simons à l'intérieur, c'était un peu mieux. Ils gagnent 2-1. Leurs buts viennent de choses pas hyper construites, un peu des seconds ballons gagnés, projection rapide. J'ai toujours pas vu une équipe très très forte positionnellement et qui génère beaucoup d'espace face à un bloc bas médian. Mais par contre, j'ai beaucoup vu Xavi Simons prendre le contrôle, prendre le lead de comment on doit jouer. Et sur les projections rapides, encore une fois, avec Udogie par exemple, quand il l'envoie ici, c'est pas mal, il y a une petite complicité entre les deux. À la fin, c'est pas mal aussi d'avoir du talent devant, et Kudus, par exemple, sur ce second ballon, c'est un bulldozer. Il démolit son vis-à-vis, il accélère à l'intérieur, frappe pied gauche, fini. Et Tottenham gagne ce match de 2-1, notamment grâce à lui. Mais je pense que c'est pas la dernière fois qu'on verra Xavi Simons en 10 comme ça, du 4-2-3-1. Je pense même que ce sera le système de Franck pendant un moment, parce que ça, pour moi, ça marchait plutôt pas mal. On verra. Tottenham, même s'ils sont actuellement 3e, je vais faire comme Liverpool en début de saison et dire que je pense qu'ils ont encore beaucoup de progrès à faire pour être là. Mais peut-être que Thomas Frank voit un petit peu son projet là aux Spurs comme un projet de... après avoir encaissé tellement de buts sous Postecoglou, d'avoir été tellement vulnérable, il y a peut-être... Ils sont en train de rebâtir la maison et peut-être d'abord tu poses des fondations. Tu coules une première dalle de ciment. Je sais pas comment construire une maison, mais j'invente un peu là, mais comme avec la Porsche l'autre jour. Mais il y a une question peut-être de d'abord créer une couche de solidité défensive, et si tu perds pas de match, tu seras déjà plus proche d'en gagner. Peut-être Franck voit un peu les choses comme ça, et quand tu sors un double pivot Bentancur, Palhinha, je pense que tu vois en partie les choses comme ça. Maintenant, la clé pour Tottenham, ça va être de trouver plus de créativité, parce qu'effectivement, j'ai parlé du nombre de passes en profondeur faméliques, mais même niveau XG, juste la production offensive niveau XG, Tottenham 3e de Première Ligue en points, et même pas dans le top 10 en XG. Ils sont 12e là, à l'heure actuelle. Donc il y a plus de tirs, il y a plus de situations dangereuses à générer. C'est pas à l'éclate de regarder les matchs de Tottenham en ce moment. Et peut-être que c'est ce que Franck cherche à faire. Sous Postecoglou, c'était l'éclate, mais il se faisait éclater. Peut-être d'abord, il faut poser le ciment, il faut construire les fondations, et ensuite, tu peux te projeter vers, ok, maintenant qu'on est un peu plus rassuré, trouver un petit peu plus de créativité. Soit ça, soit Tottenham va faire une saison difficile et ils n'ont pas les armes pour faire mieux. Mais quand je vois cet effectif, je trouve qu'il est très très fourni avec des joueurs de ballon. Franchement, il y a des joueurs de ballon. Donc ils sont capables de faire plus
j'en suis quasiment convaincu. Et Thomas Frank, excellent coach. Donc je pense que ça va le faire. Mais actuellement, je pense qu'il ne faut pas se laisser berner non plus par la 3e place de Tottenham. Je ne pense pas que ce soit la 3e meilleure équipe d'Angleterre. Je pense que City, à voir. Il faut que je les regarde encore un peu plus. Mais là, je dirais que City va vite reprendre cette place sur le podium. Et Chelsea, ouais, malgré la victoire, encore une fois, c'est bien la victoire. Il y a des choses intéressantes. Ils sont encore loin de leur meilleure version, je pense. Et cette première ligue que j'imaginais comme étant la première ligue du siècle, vraiment super intéressante, elle est intéressante, mais il y a beaucoup moins de projets matures et forts que ce que j'envisageais. Au bout de cette journée, on n'est qu'au début, on n'est qu'à la 2e trêve internationale, mais j'imaginais un petit peu plus d'équipes finies arriver. Et là, pour l'instant, je vois une équipe finie. Et c'est pour ça qu'ils sont mes favoris. Voilà pour ce petit débrief de PL. Demain, on a aussi pas mal de belles choses. Déjà là, est-ce que je vais pouvoir me brancher sur la 2e mi-temps de Villarreal-Real? Ça donne quoi pour l'instant? 0-0. Ouais, je vais vite uploader ça et aller regarder la 2e mi-temps. Mais demain, OL Toulouse à 15h. Cette OL me fait trop kiffer. Attention, si on gagne là et qu'on joue bien, il y a une vidéo sur l'OL qui arrive lundi ou mardi, c'est sûr. Lille PSG 20h45, pas mal. Et en Angleterre, ouais, City à 17h30 pour voir un petit peu ce que ça vaut. Séville-Barça 16h15. Et bien sûr 20h45, Juve Milan, c'est peut-être là-dessus que je serai d'ailleurs. La Serie A, toujours autant un kiff. Voilà, je suis fatigué. C'était un gros samedi, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous les potes, comme d'habitude, c'est un régal de vous parler et de retrouver ces moments-là. Donc on kiffe, et j'espère que vous kiffez aussi. Prenez soin de vous les potes, et à très vite. Bisous.